lancé un appel dans le monde. Bon, justement, donc les recherches, pourquoi pas, c'est pas des mystiques, mais ce genre d'appel est très important. Voilà. Alors maintenant, donc, le projet général de mes recherches récentes, lire Bergson avec Kant et Heidegger. Et ça, c'est bon, un projet que je viens de commencer, donc c'est vraiment en état de brouillon, mais en tout cas, c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Et l'idée est très simple, c'est lire donc Kant et Heidegger vers du côté de Bergson, c'est-à-dire lire la philosophie transcendantale au sein de la philosophie de l'immanence, comme donc une sorte de plissement de l'immanence. Donc c'est ça, je vais lire, j'aimerais bien lire la transcendance en tant que plissement de l'immanence. Alors, donc, jusqu'à maintenant, j'ai édité 10 livres coédités, 6 en japonais, 4 en français, et 18 œuvres collectives, 11 en japonais, 3 en français, etc., etc. Un en portugais, c'était au brésilien. J'ai publié un livre en 2009 grâce à Déborah et voilà, Silva, et voilà. Et maintenant, donc, Bergson-Kant et Bergson-Heidegger. Et bon, je vais sauter là. Bon, donc, j'ai fait la démarche que Katerina avait présentée dans la dernière séance. Justement, donc, ma démarche, c'est toujours une sorte de démarche comparative. Donc, lire Bergson avec tel ou tel. Et à travers cette comparaison, j'ai essayé de déterminer mieux tel ou tel enjeu. Voilà. Et toujours donc, soit du côté vers la philosophie de l'immanence, soit du côté de la philosophie de la transcendance, toujours j'ai essayé de euh, démêler les enjeux. Alors ici, donc, j'aimerais bien montrer donc ce schéma étrange de Agamben qui était apparu à la fin de son article célèbre qui s'appelle L'immanence absolue, publié en 1996. Alors, ce qui est étrange dans ce schéma, c'est évidemment la situation de la position de Heidegger. Parce que là, ici, Heidegger est positionné au milieu, non pas du côté de la transcendance, non pas du côté de l'immanence, mais au milieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est ça le problème. Normalement, évidemment, Heidegger est situé aux côtés de la transcendance, mais Agamben essayait de tirer Heidegger vers l'immanence. Et c'est ce qui m'intéresse. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est justement ce genre de lecture des conférences, des concepts fondamentaux de la métaphysique. Voilà, c'est ça. Alors après, je suis désolé, j'ai pas de PowerPoint après, et donc je vais lire, mais en tout cas, mon texte, et je crois que c'est pas trop difficile, hein. La dernière fois, c'était pas trop difficile, donc je vais essayer de faire ça petit à petit, hein. Donc je lis très lentement. La dernière fois, en présentant l'ouvrage novateur intitulé La récursivité et la contingence, hein, donc Recursivity and Contingency, d'un philosophe chinois qui s'appelle Yuk Fui, et en faisant certaines réserves concernant son interprétation de l'évolution créatrice, j'ai proposé ma propre lecture en y regardant une philosophie singulière de la vie et de la technologie et en développant, après Canguilhem, une sorte d'organologie générale. Aujourd'hui, je vais d'abord examiner les concepts fondamentaux de la métaphysique d'Heidegger pour réfléchir à ce qui fait problème dans sa compréhension sur la relation entre l'homme et l'animal, en référence à l'ouvrage, cette fois, d'un célèbre philosophe japonais qui s'appelle Koichiro Kokubun, sur donc livre qui s'appelle Ethics of Leisure and Boredom, l'ennui. Alors commençons par les concepts fondamentaux de la métaphysique. Il s'agit du cours que Heidegger a donné à l'université de Fribourg entre 1929 et 1930.
La question dont il parle de ce livre est qu'est-ce que la philosophie? Pour répondre à cette question, Heidegger cite la définition proposée par Novalis. Selon Novalis, la philosophie est essentiellement la nostalgie, Heimweh, le mal du pays, c'est le désir de se sentir comme chez soi, même lorsque l'on est dans différents endroits, loin de son pays natal. C'est ce désir qui constitue la philosophie, dit Novalis. Ce que Heidegger remarque ici, c'est que cette définition de Novalis fait référence à un état d'esprit appelé nostalgie. Novalis a défini la philosophie en termes d'un état d'esprit ou d'une tonalité émotionnelle, Stimmung. C'est difficile à traduire, simplement traducteur donc français traduit en tonalité. Est-ce que ça va, ça passe? Oui, il y a la spécialiste. Mais tonalité, c'est bien parce qu'on conserve l'aspect sonore, musical. Oui, oui, mais en même temps, donc, comment dire, je veux dire, sentimental, émotionnel, ça aussi, ça. Ouais, je pense qu'il y a aussi empathique ou affectif, voire émotionnel. Dans le mot même de tonalité, ça existe. Mais pas tellement pour ça. On dit souvent tonalité affective. Oui, très bien, très bien. Donc, je vais dire ça. Donc, tonalité affective, hein, donc c'est au sens de Stimmung particulière. C'est un phénomène ambigu qui semble ne pas correspondre à l'exigence de rigueur de la philosophie. Mais Heidegger, on le sait, tout comme Bergson, ça j'aimerais bien souligner, Heidegger, hein, tout comme Bergson, est un philosophe qui accordait une grande importance à cette Stimmung, donc tonalité affective. Alors, faut-il rappeler d'ailleurs que dans son ouvrage principal, Être et temps, Heidegger affirme que le Dasein forme une compréhension du monde en se projetant dans diverses possibilités, tout en étant affecté par une humeur, par une tonalité liée au fait d'être déjà jeté dans un monde donné, de sorte que la compréhension juste mentionnée est une compréhension affectée par la tonalité affective. Heidegger utilise le terme Gestimmtheit pour désigner cette humeur. Par rapport à la compréhension Verstehen, Heidegger parle donc de la Befindlichkeit comme d'une catégorie existentielle qui fonde ontologiquement Gestimmtheit. Ainsi, c'est la Verstehen et la Befindlichkeit qui constituent existentiellement le Da de Dasein. Le même type d'attitude est présent dans la compréhension de la relation entre les émotions et l'intelligence chez Bergson dans les 12 sources de la morale et de la religion. Les 2 sources sont également un ouvrage donc sur grande Stimmung. Rappelons que dans Être et temps, publié en 1927, Heidegger analysait la tonalité de l'angoisse, la tonalité affective de l'angoisse. Selon lui, l'angoisse face à la mort constitue le fond de l'existence humaine. Cependant, dans les concepts fondamentaux de la métaphysique, cours qui ont eu lieu 12 ans après la publication de Être et temps, l'angoisse face à la mort n'est plus mentionnée. Heidegger n'a jamais pris au sérieux le déclin de l'Occident de Spengler, mais il a remarqué que le diagnostic pessimiste de l'époque avait rendu ce livre best-seller. Il y a donc trouvé l'air du temps. Finalement, une sorte d'ennui profond erre comme un brouillard silencieux dans les abysses du Dasein qui nous enveloppe sans un mot. C'est cet ennui profond qui est notre tonalité fondamentale, dit Heidegger. Ainsi commence une longue exploration de l'ennui en tant que recherche de ce qu'est la philosophie. Ici, nous examinerons brièvement les 3 formes de l'ennui que Heidegger a distinguées. Alors, commençons par les 2 premières formes de l'ennui. La première forme de l'ennui est d'être ennuyé par quelque chose, tandis que la deuxième est de s'ennuyer lors de quelque chose. Alors maintenant, j'explique. Il convient de noter qu'ils ne sont jamais alignés sur le même plan. Donc, ce n'est pas simplement une typologie de l'ennui. C'est analyse de plus en plus profonde. La première forme est passive, ce qui signifie qu'il existe clairement quelque chose qui est ennuyeux et qui entraîne les gens dans un état d'ennui. Par exemple, lorsque l'on s'ennuie en attendant un train de correspondance, cela est dû au fait que, d'une part, le train n'arrive pas et que, d'autre part, il n'y a rien à faire et que l'on est laissé dans un état de vide. En d'autres termes, la première forme de l'ennui comprend, selon les mots de Heidegger, d'une part,
bon, donc ça c'est traduction trop, disons, détaillée, et j'aime pas trop, mais ça, j'ai pas d'autre choix, donc je lis comme ça. Hein, donc, la première forme de l'ennui comprend, selon les mots d'Heidegger, d'une part, c'est l'état d'être traîné en longueur. Alors, en allemand, c'est Hingehaltenheit. C'est toujours, donc je dois dire, l'état d'être traîné en longueur. Par le temps qui tarde à passer, et d'autre part, l'état d'être laissé vide, die Leergelassenheit. Donc, je vais, c'est comment, ouais, c'est lourd. Donc, finalement, non, ça va. Non, mais. Ouais. Ouais, finalement, ah, d'accord, pour montrer l'écran. Mais ça va aller, hein, Parce que là, on voit sur le mot de Caterina, mais c'est moi qui vois. Je me décale. Alors, donc, c'est voilà, Hingehaltenheit. Et ça, c'est donc état d'être traîné. Longueur. C'est un moment. Et puis, d'autre part, c'est donc il y a deux éléments. Hein, et deuxième élément, c'est Leergelassenheit. Très important. Et traduction française, c'est état d'être laissé vide. C'est trop long, donc j'essaie d'accourcir. Donc c'est ETL et ELV. Bon, je vais essayer d'appeler comme ça. Donc ne pas, hein, ne dire pas. Hein? Si vous dites. Non, c'est pas. Des choses qui dépassent ma maîtrise. Okay, bon. Alors, donc, je continue. Alors, donc, en d'autres termes, la première forme de l'ennui comprend, d'une part, l'état d'être traîné en longueur par le temps qui tarde à passer, et d'autre part, l'état d'être laissé vide par les choses qui se refusent, c'est-à-dire au sens où les choses ne répondent pas à nos attentes et nous déçoivent. À ce moment-là, on sent l'ennui. Heidegger reformule cela du point de vue temporel en disant que chaque chose possède un temps qui lui est propre. Par exemple, la gare a son propre temps, dit Heidegger, son temps idéal. C'est-à-dire les personnes qui arrivent à la gare juste avant le départ du train et qui montent à bord sans attendre correspondent parfaitement à ce temps idéal de la gare. Inversement, le fait d'être ennuyé par quelque chose signifie que nous ne correspondons pas parfaitement au temps que cette chose possède. En d'autres termes, la première forme de l'ennui survient en raison d'un écart de temps, time gap, entre un objet et la personne qui y est confrontée. L'origine du phénomène d'ennui, causé par quelque chose, est donc la présence d'un écart de temps entre l'objet et le sujet, ce qui provoque l'état d'être traîné en longueur, ETL, et l'état d'être laissé vide, ELV. En fait, je pense que cela reflète la discussion sur l'ordre et le désordre dans l'évolution créatrice, lorsque l'ordre que l'on souhaite n'est pas présent et que l'on est déçu, on voit le désordre. Il semble donc que l'intelligence soit à l'œuvre derrière cette forme de l'ennui. Alors ensuite vient la deuxième forme de l'ennui. Ici, le problème n'est plus d'être ennuyé par quelque chose, mais plutôt d'être ennuyé lors de quelque chose. Ça veut dire quoi? Alors, comme mentionné précédemment, Heidegger ne classe pas horizontalement les différentes formes de l'ennui. Donc, ce n'est pas au même niveau. La deuxième forme est donc un ennui plus profond que la première. La différence est évidente par rapport à la première forme est que la cause de l'ennui n'est plus claire, on s'ennuie sans savoir pourquoi. Dans le cas de la première forme, l'objet de l'ennui est clair et le sujet trouve des occupations pour y remédier. Dans le cas de la deuxième forme, il n'y a pas d'objet ennuyeux spécifique, mais plutôt une situation où nous nous ennuyons. C'est un ennui difficile à comprendre.
Donc, j'aimerais bien citer son propre texte parce que c'est mieux. C'est assez, comment dire, c'est une scène banale, mais c'est assez difficile à comprendre. Donc, je lis son explication, son exemple. Le soir, nous sommes invités quelque part. Nous ne sommes pas tenus d'y aller. Mais la journée entière, nous nous sommes appliqués au travail et nous avons du temps pour la soirée. Donc, nous y allons. Il y a là, comme c'est d'usage, un repas et la conversation de table. Tout est non seulement fort savoureux, mais c'est même de très bon goût. Après quoi, on va s'asseoir et il y a, comme on dit, de l'animation. Peut-être écoute-t-on de la musique. On bavarde, c'est plein de sel. Déjà, il est temps de s'en aller. Les dames affirment, et pas seulement en prenant congé, mais même en bas et dehors, quand déjà on est de nouveau entre soi, c'était vraiment très bien. Ou encore, c'était formidablement réussi. En effet, il ne se trouve strictement rien qui eût été ennuyeux dans cette soirée, ni la conversation, ni les gens, ni les lieux. On rentre donc à la maison entièrement satisfait. Encore un rapide coup d'œil au travail interrompu le soir, une estimation sommaire et une prévision pour le lendemain, et ça y est, je me suis pourtant bien, à vrai dire, ennuyé à cette soirée où j'étais invité. Donc ça, c'est la seconde forme de l'ennui. Alors donc, bon, je n'ai pas besoin peut-être de résumer. Donc Heidegger a été invité à dîner avec sa femme. Le repas était délicieux, la conversation agréable, la musique délicate, tout était merveilleux. Il n'y avait rien d'ennuyeux à trouver. Lui-même n'était pas une personne ennuyeuse. Et ce n'était pas un mensonge que de dire qu'il s'amusait beaucoup. Mais il s'ennuyait quand même. Voilà, ça c'est la seconde forme de l'ennui. Heidegger dit que si on se concentre sur le passe-temps, Zeitvertreib, on peut voir la différence entre la première et la deuxième forme de l'ennui. Dans la première forme, le passe-temps, pendant l'attente du train, consiste par exemple à compter les arbres ou à dessiner des images sur le sol, et l'individu est concentré sur cette activité ou essaie de l'être. En revanche, dans la deuxième forme, même si on peut trouver des passe-temps tels que tapoter sur une table ou fumer un cigare, cela ne constitue pas en soi un passe-temps. C'est parce que, dans ce cas, le passe-temps n'est pas localisé en un espace spécifique, mais plutôt dans l'ensemble de mon comportement à cet endroit, voire dans l'ensemble de la soirée elle-même et dans le simple fait d'avoir été invité. C'est ça ce qui existe donc comme ennui. En réalité, c'était l'endroit où l'on cherchait le passe-temps qui était lui-même le passe-temps. C'est pourquoi donc il a décidé d'aller. Il y est allé précisément pour cela. C'est pourquoi le passe-temps ne peut pas être clairement identifié. Dans la deuxième forme de l'ennui et le passe-temps sont entrelacés de manière sui generis. C'est ça la différence entre la première et la deuxième forme de l'ennui. Dans cette deuxième forme encore, l'état d'être traîné en longueur, donc UTL, et l'état d'être laissé vide, ELV, précédemment mentionnés, sont toujours actifs à l'œuvre. Dans la première forme, le temps nous fait traîner en nous ennuyant. Dans la deuxième forme, le temps ne nous tourmente pas. Le temps nous laisse libres, mais il ne nous libère pas complètement. Ce qui est révélé ici, c'est l'état d'être traîné en longueur dans le temps même, dans l'attache fondamentale au temps, dans l'attachement fondamental au temps. Pour utiliser une analogie grossière, supposons que pendant un examen, un surveillant strict garde un œil sur nous. L'état d'être traîné en longueur dans la première forme de l'ennui est le même que ce surveillant strict. Après un certain temps, lorsque le surveillant s'en va, l'ennui causé par la durée est terminé. Donc, il disparaît. Mais dans la deuxième forme, l'état d'être traîné en longueur est comme celui d'un parent qui regarde fixement tout en nous laissant faire tranquillement et silencieusement. Donc, il ne dit rien et pourtant on sent et cette influence dure plus fondamentalement, plus profondément. Qu'en est-il de l'état d'être laissé vide dans cette seconde forme de l'ennui? Dans le cas de la première forme, c'était une absence de satisfaction des attentes
car les choses ne répondaient pas à ce qu'on attendait. Cependant, dans le cas de la deuxième forme, ce n'est pas le vide qui est opposé à moi, mais plutôt le vide qui grandit en moi. Donc, dans moi, l'ennui surgit et grandit. Nous ne comptons pas les arbres ou dessinons des images sur le sol ou cherchons quelque chose à faire. Nous nous contentons de converser et de nous adapter à notre environnement, nous abandonnons simplement à être ensemble. Nous suivons le mouvement. C'est une attitude de désinvolte que Heidegger, dans Être et Temps, appelait Das Mann. Ce n'est pas que le monde extérieur est vide, c'est que nous-mêmes devenons vides. Ça, c'est ça la deuxième forme de l'ennui. Enfin, il y a la troisième forme de l'ennui. La première forme de l'ennui venait de l'extérieur, mais dans le sens où elle surgissait de nous, la deuxième forme était plus profonde. Cependant, elle était encore suffisamment superficielle dans le sens où l'ennui était mêlé au passe-temps, c'est-à-dire qu'il était encore possible de se distraire. Ce que Heidegger cherche à considérer, enfin, c'est l'ennui le plus profond où le passe-temps n'est plus possible. Donc maintenant, ce n'est pas mêlé au passe-temps, il n'y a plus de possibilité d'avoir le passe-temps. Il est difficile de donner des exemples de cette forme de l'ennui, dit Heidegger, plus profonde que la deuxième. Les deux premières formes étaient liées à une situation concrète, tandis que la plus profonde des ennuis survient de manière spontanée, indépendamment de toute situation. Il est donc profondément ennuyeux, indépendamment de qui vous êtes, où vous êtes et quand vous êtes. La troisième forme est le sentiment de « je m'ennuie sans raison ». L'écoute même de cette voix, donc la troisième forme est l'écoute même de cette voix de l'ennui, et enfin cette voix elle-même. Donc ici, j'aimerais bien faire remarquer que donc, dans cette troisième phase, il parle beaucoup de la voix, beaucoup de l'appel, et j'aimerais bien faire la comparaison entre Bergson et Heidegger sur cette image de l'appel, de la voix. Alors, dans la première forme, les gens cherchent à se distraire de l'ennui. En d'autres termes, ils cherchent à éviter de prendre en compte l'ennui. Ils cherchent quelque chose à faire pour ne pas être troublés par le temps qui traîne. Dans la deuxième forme, nous ne voulons pas entendre la voix de l'ennui. Nous ne sommes pas en train d'écouter l'ennui. C'est parce que nous ne sommes pas confrontés à l'ennui, nous sommes juste immergés dedans. Dans la troisième forme, Heidegger dit que nous sommes forcés d'écouter la voix de l'ennui. La voix de « je m'ennuie sans raison » résonne au plus profond de notre existence. Nous ne pouvons pas échapper à cette voix. Dans la première forme, il existait un passe-temps pour lutter contre l'ennui. Dans la deuxième forme, il existait un passe-temps qui, en évitant vaguement l'ennui, s'entrelaçait avec lui. À mesure que l'ennui s'approfondissait, le passe-temps perdait peu à peu de sa force et devenait totalement impuissant dans la troisième forme. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, lorsqu'Heidegger parle de ce sentiment profond de l'ennui, il utilise donc souvent, donc j'ai fait déjà remarquer, l'expression la voix qui s'adresse ou l'appel. Alors, dans cette troisième forme encore, l'état d'être laissé vide, ELV, et l'état d'être traîné en longueur, ETL, sont également en action. L'état d'être laissé vide, ELV, fonctionne en uniformisant tout de manière à ce que rien en particulier, comme l'arrivée d'un train par exemple, ne soit pris en compte. Rien n'est pris en compte du tout, donc on est obligé d'écouter la voix qui dit « c'est ennuyeux ». Il n'y a donc pas de passe-temps possible. L'état d'être traîné en longueur, UTL, est placé dans un vaste domaine sans rien laisser en suspens, selon Heidegger. C'est comme être abandonné seul dans un grand espace vide, sans aucune possibilité offerte de l'extérieur. Alors, qu'arrive-t-il? Le Dasein est forcé de se tourner vers lui-même et de se rendre compte des possibilités qui lui sont supposées d'être données. Il est conscient de ses propres possibilités. Donc là, on voit en fait un peu comme Pascal, je crois, c'est au fond donc de ce divertissement, il trouve donc son pari, il trouve son engagement. C'est ce que Heidegger appelle donc l'ETL dans la troisième forme de l'ennui.
Cela n'a pas de valeur négative, mais plutôt la possibilité de briser l'ELV, l'état d'être laissé vide, absolu, qui a été causé par l'ennui le plus profond, et de se tourner vers les possibilités d'ouverture de la situation. L'ETL, l'état d'être laissé en longueur, dans cette troisième forme de l'ennui, est un moyen d'enseigner les possibilités de libération. Étant donné que toutes les possibilités externes sont rejetées, nous sommes encouragés à nous concentrer sur les possibilités que nous avons en eux-mêmes. Alors, quelles sont ces possibilités? Heidegger répond que c'est le fait que nous sommes libres. En d'autres termes, nous nous ennuyons parce que nous sommes libres. L'ennui est la preuve de notre liberté. Alors, comment réaliser cette liberté en tant que possibilité? Heidegger répond. Alors, je voulais montrer, parce que les gens via Zoom sont vraiment être ennuyés, j'imagine. Donc, j'aimerais bien faire la copie sur l'écran, comme ça, au moins, vous avez... Bon, alors, c'est comme ça, c'est mieux, je pense. Comme ça. Bon. Et, attends, je vais partager l'écran, comme ça. Bon, au moins, comme ça, vous avez des choses à voir. Donc, je lis. L'élément envoûtement comme tel, le temps, libère en l'annonçant, n'est rien moins que la liberté du Dasein comme tel. Cette liberté du Dasein, en effet, a lieu seulement si le Dasein se libère. Or, se libérer pour le Dasein n'a jamais lieu que si ce dernier se résout, sich entschließen, à lui-même, c'est-à-dire s'il se découvre, sich erschließen, donc c'est pas entschließen, mais c'est erschließen, à lui-même en tant qu'être le là. Donc ici, il parle bien, donc au fond de l'ennui profond, le plus profond, la liberté surgit et puis la décision, la résolution surgit. Voilà. Alors, donc, je continue. Si l'homme s'ennuie parce qu'il est libre, alors il doit se résoudre pour exercer cette liberté. C'est la conclusion de la première partie des concepts fondamentaux de la métaphysique. Alors, concernant cette première partie, donc tout à l'heure, j'ai mentionné un philosophe japonais très célèbre qui s'appelle Koichiro Kokubun. Alors, Kokubun apprécie entièrement la découverte par Heidegger de la deuxième forme de l'ennui. Deuxième forme de l'ennui, il apprécie beaucoup, mais considère que la solution finale est inacceptable, c'est-à-dire troisième forme de l'ennui. Alors, pourquoi? Alors, pour comprendre l'implication de ce refus, il faut regarder la deuxième partie des concepts fondamentaux de la métaphysique. Mais avant cela, nous allons brièvement récapituler notre interprétation des deux sources de la morale et de la religion ici. En effet, l'appel de la part de l'ennui profond chez Heidegger, qui apparaît souvent ici, le mouvement qui nous emmène vers la liberté et la résolution, la décision, provient d'un appel qui me paraît transcendantal, qui vient de l'être au majuscule ou l'autre au majuscule, tout comme chez Lévinas, tandis que l'appel dans les deux sources de la Bergson passe toujours par des personnes concrètes qui appellent à travers leur personnalité et leurs actions. Alors, donc, je voudrais maintenant passer à ma propre interprétation des deux sources. Dans mon livre intitulé Bergson, donc malheureusement, tout est en japonais. Malheureusement, c'est magnifique. Bon, alors donc mon livre intitulé Bergson, la philosophie intempestive, j'ai examiné 4 images. Donc, un de mes démarches, comment dire, propres à moi, c'est que donc j'ai cherché toujours la concurrence, la tension interne entre l'image et le concept. Normalement, on étudie la durée, la mémoire, l'élan vital comme concept, mais pour moi, c'est un peu frustrant. C'est toujours parce que personne, justement, il est philosophe de l'image. Pour lui, l'image n'est pas quelque chose d'accessoire,
c'est quelque chose de décisif dans sa philosophie. Donc, j'aimerais bien voir la relation tensionnelle entre les deux. Voilà. Donc, j'ai traité 4 images dans les 2 sources, la voix, le feu, le chemin et le souffle. Ces images permettent de mettre en lumière divers aspects de l'action moralement ouverte, que j'appelle par simplicité action dynamique. Pour des raisons de temps, je voudrais me concentrer sur l'image de la voix ici. Alors, que peut-on comprendre si l'on regarde de plus près les images de la voix ou les termes tels que résonance, écho, timbre, ton, intonation, etc. Ces vocabulaires sont abondants dans les 2 sources. Il est tout à fait possible de considérer l'existence humaine ouverte comme un écho. Alors, tout d'abord, lisons une phrase impressionnante des 2 sources. Donc, ça aussi, je vais coller pour que les gens sur Zoom sont moins insupportables. Non, parce que sur Zoom, c'est vraiment difficile, j'imagine, de suivre ce genre de... Wow. PowerPoint en direct. En temps réel. Bon, alors, et ça c'est partagé l'écran, ça va? Oui, oui, c'est bien. Ok, je vais lire. Pourquoi les saints ont-ils ainsi des imitateurs et pourquoi les grands hommes de bien ont-ils entraîné derrière eux des foules? Ils ne demandent rien et pourtant ils obtiennent. Ils n'ont pas besoin d'exhorter, ils n'ont qu'à exister. Leur existence est un appel, car tel est bien le caractère de cette autre morale. Tandis que l'obligation naturelle est pression ou poussée, dans la morale complète et parfaite, il y a un appel. Voilà. Donc ici, il y a bien appel et écho, résonance. Et donc, je continue. Alors, leur existence est un appel. Cette phrase est pour moi très importante. En ce qui concerne l'existence, Heidegger pense que l'homme est essentiellement déjà à l'extérieur et a inventé le néologisme existence, comme vous savez bien, être au monde. Je l'appelle écosistance, c'est mon néologisme. Alors, donc, je l'appelle écosistance en suivant son exemple, donc de l'exemple d'Heidegger. Écho signifie résonance. L'homme ne s'échappe pas constamment de lui-même, mais est constamment en train de se générer et de changer dans une interaction acoustique ou sonore. Je pense que cette image permet de réfléchir plus profondément à la partie fondamentale de la personnalité qui s'engage dans des actions dynamiques dans le temps. Il arrive que nous aspirons le comportement ouvert de quelqu'un et nous voulons être capables de nous comporter comme cette personne. Dans ce premier chapitre des 2 sources, Bergson dit que plus un désir est incarné par une personne en nous, plus il devient puissant, et que l'action dynamique se fond dans l'unité et l'individualité d'un être humain. Bergson va encore plus loin. Le désir d'imiter ne surgit que chez les personnes qui ont été en contact direct. Alors, je lis son citation. La nature de cet appel, ceux-là seuls l'ont connu entièrement qui se sont trouvés en présence d'une grande personnalité morale. En présence d'une grande personnalité morale. Alors, cette présence est très singulière. Alors, puis, puisqu'il ajoute, cependant, il suffit que quelqu'un ait entendu parler de la vie d'une personne sans jamais l'avoir rencontrée ou qu'elle l'ait connue seulement dans une histoire. Alors, qu'est-ce que ce contact direct? Qu'est-ce que cette présence sui generis? Nous avons également ce désir de nous comporter comme un personnage dans une histoire après avoir été émus par leurs actions. Donc, qu'est-ce que direct dans ce cas? C'est la première caractéristique de l'écosistance, c'est-à-dire la présence singulière. Deuxième caractéristique de l'écosistance, comment cette personnalité émerge-t-elle?
Alors, je cite, alors ça encore, je colle. C'est ça. Alors, donc, je lis. Ah, attends, je n'ai pas partagé, pardon. À vrai dire, cette personnalité se dessine du jour où l'on a adopté un modèle. Le désir de ressembler, qui est idéalement générateur d'une forme à prendre, est déjà ressemblance. La parole confracienne est celle dont on a entendu en soi un écho, mais peu importe la personne. Alors ici, très important, alors il dit à la fois donc la personnalité est importante, telle ou telle personnalité est importante, et encore d'un autre côté, il dit peu importe la personne. Alors, c'est quoi? Donc, alors, s'admirer de quelqu'un signifie que l'on ressent une affinité avec cette personne, que quelque chose résonne en nous et nous permet de trouver des points communs, ce qui nous amène à penser, oh, j'aimerais être comme lui ou comme elle. Pascal a également exprimé quelque chose de similaire à propos de la relation entre Dieu et les croyants. Je ne sais pas le mot exact, mais c'est quelque chose comme ça. N'est pas découragé. Si tu ne m'avais pas déjà trouvé, tu ne chercherais pas à me chercher, quelque chose comme ça. Alors, sans affinité avec cette personne, il n'y aurait même pas de base pour l'aspiration. C'est précisément, donc c'est ça la dimension de l'écho. C'est précisément parce qu'il y a déjà un écho en nous que nous voulons l'approprier. Les personnes qui brûlent d'aspiration et se décident à agir pour devenir comme leur modèle sont des imitateurs, mais ils sont aussi déjà en quelque sorte des créateurs. Des imitateurs sont déjà en quelque sorte, en quelque point, des créateurs. C'est vrai pour toutes les rencontres, il y a une étrange causalité. Ça, c'est la deuxième point, la deuxième caractéristique de l'écosystème. Pour vraiment se rencontrer, on doit déjà s'être rencontré. C'est ce qui constitue la deuxième caractéristique de l'écosystème. Si l'on parle un peu plus de cette deuxième caractéristique, Bergson dit que l'objet de notre aspiration ou de notre influence peut être considéré comme une personnalité qui émerge de la profondeur de notre âme pour atteindre la lumière de notre conscience, une personnalité qui est née en nous et qui, à terme, pourrait nous recouvrir entièrement. Pour l'instant, cette personnalité pourrait être celle que nous affectionnons comme un disciple chérit son maître. Bergson dit également que cette personnalité pourrait être celle de la manifestation la plus élevée de la vie morale, ou celle d'un imitateur, ou même sa propre personnalité en fonction des circonstances. Alors, cette expression un peu étrange, parce que s'aspirer moi-même, s'admirer soi-même, etc., bien que l'expression s'aspirer soi-même soit étrange, comme je l'ai expliqué précédemment, l'aspiration ne peut commencer que si une personnalité se forme en nous avec quelques traits communs à la personne que nous admirons. Donc, il faut commencer comme ça. Par conséquent, il est possible que nous soyons également influencés par la personnalité qui émerge en nous. Alors, c'est une idée très étrange, mais intéressante. Troisième caractéristique de l'écosystème. Allons un peu plus loin. Vous avez probablement déjà remarqué que même en côtoyant la même personne, certaines personnes l'admirent, tandis que d'autres ne le font pas. Bien qu'il s'agisse certainement, bon, peut-être Jésus-Christ aussi, il y avait des admirateurs, mais il n'y avait pas des... Et bien qu'il s'agisse certainement d'une personnalité qui pose problème, ce n'est pas une identité commune à tous, comme une carte d'identité ou un passeport, mais quelque chose qui touche à l'individu. Les mots qui devraient bientôt devenir les nôtres sont déjà des mots qui ont résonné en eux-mêmes. Mais qui est cette personne n'est pas vraiment le problème. L'admiration n'est pas impersonnelle ni anonyme, mais plutôt personnelle. Mais cette personnalité ne concerne pas ainsi l'identité. C'est la troisième caractéristique de l'écosystème.
Alors, si l'on creuse un peu plus cette question, même si donc la personne A et la personne B admirent la même personne, cela ne signifie pas qu'ils admirent le même aspect de cette personne. Bon, c'est normal. Il est possible que des images complètement différentes se lèvent dans l'esprit de chacun. Nous constatons quotidiennement que la personnalité d'une personne peut se manifester de manière complètement différente selon sa relation avec A ou B. Cette troisième caractéristique ainsi aussi s'éclaircit bien par notre concept d'image d'écosystance. En regardant cela, je pense que nous n'avons pas besoin de craindre ces mots de mystique comme s'ils étaient fous ou dangereux pour nous. Au contraire, il s'agit de personnes qui nous incitent à entreprendre des actions ouvertes que nous avions peut-être pas envisagées auparavant. Bon, en tout cas, c'est mon interprétation des mystiques. Ce n'est pas les grands mystiques seulement que Bergson souligne, mais justement, il utilisait les mots héros obscurs de notre vie, etc., etc. Ce sont les petits hommes qui agissent de leur façon. Et si les mots d'un grand mystique ou d'un imitateur de ce dernier résonnent en nous, peut-être est-ce parce qu'un mystique sommeille en chacun de nous, attendant simplement d'être éveillé à cette occasion. Nous avons tous en nous la capacité de nous diriger vers des actions ouvertes, mais nous n'avons pas encore rencontré quelque chose qui résonne en nous. C'est simplement ça. Bergson, je pense, appelle cette résonance un appel qui peut être le déclencheur de cette émergence de personnalité ou de formation de celle-ci. Bon, donc je reviens à Heidegger et je conclue cette petite comparaison. Rappelons donc à nouveau que l'appel de l'ennui chez Heidegger, ainsi que le mouvement qu'il nous emmène vers la liberté et la résolution, proviennent toujours de l'appel transcendantal de l'être en majuscule ou l'autre en majuscule. Bon, peut-être je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu, et tout comme chez Lévinas. Cependant, l'appel dans les deux sources de Bergson, j'espère que nous avons lu en détail, est toujours lancé par des personnes concrètes à travers leur personnalité et leurs actions, et la décision n'est pas prise par sa propre volonté, par sa propre résolution, mais plutôt commencée sans le savoir à la suite de l'appel de quelqu'un. C'est comme écho, comme résonance. Il n'y a pas le commencement clair. Revenons donc à Heidegger. Il est très intéressant de noter qu'après avoir longuement discuté de l'ennui, Heidegger commence brusquement à parler des animaux. Il discute de la distinction entre les animaux et les humains en examinant de manière critique un concept clé d'un certain biologiste et éthologiste. C'est Jakob von Uexküll, dont le concept clé est le Umwelt. Umwelt, c'est quoi la traduction en français? C'est le monde environnant, quelque chose comme ça? Milieu. Le milieu? Milieu. Ok. Mais maintenant, c'est dit monde aussi. Umwelt, ça. Parfois, c'est traduit par monde. Un monde. Ouais, mais c'est plutôt milieu. Milieu. Monde ambiant. D'environ. Monde ambiant, ça fait L'environnement. Bon, milieu, d'accord. Comme monde. La dernière traduction. Je suis presque sûre que celle qui est préfacée par Dominique Lestel, que c'est Mondes animaux, mondes humains. Ah oui, pour le titre de Oui. C'est très débattu. Bon, ok, je dis simplement comme ça. Ok. Bon, alors, merci. Et donc, c'est Jakob von Uexküll, dont le concept clé est l'Umwelt. Contrairement à notre croyance commune selon laquelle tous les organismes vivent dans un seul et même monde, au même moment et dans le même espace, selon Uexküll, tous les organismes vivent dans des mondes séparés et dans des temps et dans des espaces distincts. Un exemple bien connu d'Uexküll est la tique. Alors, tout d'abord, comment une tique peut-elle trouver l'emplacement d'une embuscade si elle n'a pas de vision? Grâce à son sens photique, skin photoreceptor, un organe réparti dans tout son épiderme, elle détecte la présence ou l'absence de lumière avec tout son corps et grimpe sur la branche appropriée pour l'embuscade.
Ensuite, comment l'éthique raisonne-t-elle à l'approche d'une proie alors qu'elles n'ont ni la vue ni l'ouïe? Un odorat très développé leur permet de détecter l'odeur d'acide butyrique émanant de la peau du mammifère. Enfin, comment plonge-t-il à l'approche d'une proie? En sentant la température à 37 degrés Celsius exactement, c'est-à-dire avec un sens aigu de la température. C'est énorme. Même si le site d'atterrissage est chaud, si la température est supérieure ou inférieure à ce degré exact, la tique ne passera pas à l'étape suivante, mais essaiera de retourner au site d'observation. Si la température du site d'atterrissage est de 37 degrés Celsius exact, la tique utilisera son sens du toucher pour chercher un endroit où il y a le moins de poils possible. Une fois l'endroit trouvé, il mord la tête la première dans le tissu cutané de sa proie et trouve enfin du sang chaud. Il ressort de ce qui précède que les tiques se déplacent en suivant une série de 3 signaux. 1. L'odeur de l'acide butyrique. 2. La température de 37 degrés Celsius. Et 3. Le tissu cutané avec peu de poils. Ces 3 signaux n'ont de sens que s'ils sont reçus dans le bon ordre. Ça, c'est important. Et s'il y a 3 éléments, ça passe pas. Ces 3 éléments dans cet ordre. Sinon, ça commence pas. Ces 3 signaux n'ont de sens que s'ils sont reçus dans le bon ordre. En d'autres termes, les tiques ne commenceront à rechercher une température de 37 degrés que lorsqu'elles auront un comportement de plongée après avoir senti l'acide butyrique, et si les tiques qui n'ont pas senti l'acide butyrique reçoivent une température de 37 degrés, elles ne commenceront pas à chercher un site de succion du sang. La recherche du signal 2 ne commencerait pas sans la réception du signal 1, et la recherche du signal 3 ne commencerait pas sans la réception du signal 2. Il est important de noter que les tiques n'attendent pas les mammifères, mais l'odeur de l'acide butyrique. En résumé, il n'y a pas de mammifères dans le monde de la tique, et la tique vit dans un monde composé uniquement des 3 signaux. Les tiques vivent dans un monde complètement différent de celui de l'homme. Alors, chaque organisme vit dans son propre monde. Le monde objectif créé abstraitement, c'est-à-dire fictivement, dans l'esprit de l'homme, est appelé Umgebung. Alors, c'est... Bon, je laisse. Environnement, justement. Hein, l'idée, c'est d'éviter de confondre Umwelt et Umgebung. Donc, ouais. Umgebung, c'est environnement. Là, c'est plus facile. Oui, ok. Donc, environnement par Uexküll, tandis que le monde concret dont chaque organisme fait l'expérience en tant que sujet individuel est appelé Umwelt. Uexküll parle également des différences de temps et d'espace dans lesquels vivent les organismes, mais comme il s'agit du seul domaine d'expertise de Hirai Yasushi, ici présent, donc il va parler beaucoup de cette chose inquiétante, nous n'en parlerons pas ici. Uexküll suppose que les tiques sont dans une sorte d'état de sommeil pendant leur période d'attente. Par ailleurs, Uexküll affirme que ce type de théorie du monde cyclique est en accord avec la doctrine de Kant, selon laquelle le temps et l'espace sont des formes intuitives de la sensibilité. Donc, il adopte cette vision kantienne pour Umwelt. Je pense que la compréhension de Kant par Uexküll est très bergsonienne. Alors, permettez-moi de citer un passage décisif de son cours sur la critique de la raison pure de Kant, qui date peut-être de 1880 quelque. Alors, je cite, bon, c'est en gros. Ainsi, entre la connaissance que Kant appelle inductive et qui ne présenterait qu'une universalité relative, et la connaissance que Kant appelle a priori et dont l'universalité serait rigoureuse, il n'y aurait qu'une différence de degré. L'évolutionnisme ne fait assister à la genèse des concepts dits a priori. Une telle explication ne compterait pas aux yeux de Kant. Ça, c'est la page 138 du cours de Bergson. Donc, voir une différence de degré plutôt qu'une différence de nature entre les universaux inductifs et a priori, repenser les concepts a priori dans une perspective émergente, voir l'émergence d'éléments transcendantaux
comme un pliage immanent de l'expérience que donc j'ai évoqué au début de mon exposé. Telle est l'idée de base du travail que j'ai appelée théorie donc de l'esthétique immanente dans l'essai ou dans Matière et mémoire. Alors, donc, vous allez lire cette idée dans mon article à paraître dans Bergsoniana. Alors, ce n'est rien de moins que l'idée de base de l'activité que j'ai appelée, donc ça, je passe. Alors, or, Heidegger soutient que cette théorie de Umwelt-Duxkull est vraie pour les animaux, mais pas vraie pour les humains. Alors, donc, un fameux exemple, un lézard qui prend le soleil sur un rocher ne fait pas l'expérience du soleil en tant que tel, en tant que soleil, ni d'un rocher en tant que rocher. Pour les animaux qui vivent dans un monde, dans le Welt, les objets eux-mêmes sont structurellement absents. C'est cette distinction stricte qui illustre les 3 célèbres propositions d'Heidegger. Donc, les pierres sont sans monde, c'est Weltlos, quelque chose comme ça. Les animaux sont pauvres au monde, donc c'est Weltarm. Et 3, c'est l'homme est créateur de monde ou configurateur de monde, donc c'est Weltbildend. Dans sa critique d'Uxkull, Heidegger se réfère à une expérience avec une abeille. L'abeille est généralement rassasiée lorsqu'elle a aspiré toute la quantité du miel qu'elle pouvait, et ce signal de satiété l'incite à s'envoler. Pendant que l'abeille aspire le miel, une incision est pratiquée dans son abdomen. Naturellement, le miel s'écoule de l'abdomen. Mais l'abeille n'en est pas consciente, ni même de l'incision pratiquée dans son abdomen et continue à aspirer le miel. Heidegger décrit ce comportement des abeilles comme étant emporté par l'appât. Le fait d'être happées signifie qu'elles sont poussées par une impulsion. Les abeilles sont poussées par l'envie de chercher du miel. Elles cherchent donc du miel, elles chussent et s'envolent. Elles cessent de chusser le miel parce qu'elles sont rassasiées. Le signal de satiété stoppe l'envie de chusser le miel, et ce qui libère à son tour l'envie de s'envoler qui avait été stoppée auparavant. Donc, il y a ce cercle qui à la fois donc stoppe un processus et qui déclenche un autre processus, etc. Selon Heidegger, les animaux agissent en répétant la cessation de l'impulsion et la libération de l'impulsion. Heidegger appelle cette chaîne d'arrêt et de libération des impulsions Benommenheit. Cela signifie que l'animal ne peut agir autrement qu'en étant absorbé en lui-même, en étant coincé dans le cadre de l'arrêt et de la libération des pulsions. Le mot allemand Benommenheit, traduit par captivité. Alors, c'était quoi Benommenheit, c'est en anglais, en français? Je ne sais pas comment Tanis, par exemple, traduit Benommenheit. Alors, attendez, je n'ai pas vérifié, mais bon, ouais. Traduit peut-être par hébétude. Ah, hébétude. Oui. D'accord. Ça peut être torpeur aussi, c'est très personnel. Voilà, justement. Justement. En fait, j'ai regardé la traduction allemande de l'évolution créatrice pour dire donc torpeur. C'était Dumpfheit dans la traduction de Gertrude Kantrowicz. Et maintenant, c'est avec il y a une nouvelle traduction. C'est Betäubtheit, quelque chose comme ça. Oui, bon, en tout cas, bon, c'était un peu différent. Voilà. Et parce que je pensais que peut-être Heidegger a pris ce terme de la traduction allemande de l'évolution créatrice, mais ce n'était pas le cas. Voilà. Bon, alors, donc le mot allemand, Benommenheit, traduit par captivité ou hébétude, signifie généralement paralysie légère ou etc. En d'autres termes, les animaux sont en permanence dans une sorte de paralysie, torpeur, c'est-à-dire qu'ils ne vivent que dans la manière dont ils reçoivent et réagissent à certains signaux. Il s'agit d'une tentative de caractériser les animaux comme étant simples et différents des humains.
Hingenomenheit, en revanche, est un terme neutre qui signifie qu'ils sont mus par des impulsions. Alors là, par exemple, les hommes aussi peuvent avoir cette Hingenomenheit, parce que ce n'est pas essentiel, c'est éventuel. Les animaux, par exemple, sont effectivement kidnappés ou attrapés par une source de nourriture particulière. Heidegger caractérise ces créatures par le terme fixe de captif. Selon le Heidegger, être effectivement pris par quelque chose signifie être essentiellement pris. Alors c'est ça le problème. Donc chez Heidegger, les animaux sont essentiellement pris et cette saisie est fixe. En bref, Heidegger veut dire que l'homme est capable de percevoir toutes les choses du monde comme des choses elles-mêmes et de s'engager dans le monde lui-même sans être capturé par lui. Le fait que les animaux soient pauvres au monde, alors que les hommes sont configurateurs de monde, signifie que les animaux n'acceptent que certains signaux, alors que les hommes sont impliqués dans le monde lui-même. C'est-à-dire, c'est l'homme seul qui arrive à déchiffrer le monde, qui s'affrontait au monde. Ucuscule a soulevé la question naturelle de savoir si un être humain dans une forêt, par exemple, alors un promeneur se baignant dans la forêt, un pêcheur chassant et un botaniste cueillant des plantes font l'expérience de la même forêt. Non, évidemment, non. Pourquoi Heidegger refuse-t-il aux hommes un monde, donc un Umwelt? La première moitié des concepts fondamentaux de la métaphysique visait à élucider donc la tonalité affective de l'ennui. Et l'ennui le plus profond de la troisième forme, où rien n'est écouté, conduit l'homme à la liberté et à la résolution, qui est la possibilité même de l'homme, et à la décision de sa réalisation. Cependant, selon Heidegger, donc vivre dans Umwelt, c'est vivre donc virtuellement dépossédé, donc dans la Benommenheit, c'est-à-dire vivre dans une sorte de paralysie, essentiellement piégé. Et si les humains vivent dans l'Umwelt, la voie de la liberté, de la résolution leur est fermée. Voilà pourquoi Heidegger ne peut pas accorder à l'homme l'Umwelt. En bref, seuls les humains s'ennuient, parce qu'il est libre. Les animaux ne s'ennuient pas, parce que les animaux sont en état de captivité et ne sont pas libres. Alors, c'est ici que nous pouvons enfin comprendre l'ensemble de la critique de Kokubun, donc un philosophe japonais, à l'égard d'Heidegger. Alors, Kokubun ne néglige pas l'exemple des chiens d'aveugles, que Ucuscule ne mentionne que dans quelques notes. Je crois que c'est à la fin s'il y avait un petit article qui s'appelle La théorie de la signification, et il y a une petite note qui parle d'un chien d'aveugle. Alors, pour qu'un chien d'aveugle soit élevé avec succès, il faut qu'il soit intégré dans son univers de manière à ce que les signaux dans l'intérêt de la personne aveugle et non dans l'intérêt du chien, en prioritaire, deviennent primordiaux. Donc, un chien d'aveugle doit changer son Umwelt, en quelque sorte, vers un autre monde. Il faut bouger, faire un transport, il faut faire un saut. Cet exemple est d'une importance capitale. Les chiens guides, lorsqu'ils sont dressés, passent de l'univers canin à un univers plus proche de l'univers humain. C'est difficile, mais pas impossible. C'est ça la distinction. Donc, dans la philosophie transcendantale, ce clivage est absolu. Mais par contre, donc chez Bergson et dans la philosophie de l'immanence, c'est difficile, mais pas impossible. Et donc, c'est ça ce que je veux dire par plissement de l'immanence vers la transcendance. Donc, la transcendance apparaît après coup, rétrospectivement, comme un effet de ce plissement de l'immanence. Alors, donc, peut-être pouvons-nous également nous faire une idée du processus d'évolution des organismes vivants à partir de là. Comme Darwin l'a expliqué à l'aide d'exemples remarquables tels que alors ça, je ne sais pas le mot, raccommodage des œufs,
du coucou. Comment dire ça, Mathilde? Il faut Je sais développer pas. peut-être. Ouais, parce que raccommoder, c'est un peu réparer, rafistoler. C'est-à-dire, Bricoler pour réparer, mais je sais pas si c'est ça. normalement, on n'élève pas eux-mêmes, donc les oiseaux déposent leurs œufs pour que d'autres puissent élever. C'est ça. Le coucou met ses petits dans le nid Dans le des nid autres. des Hein, autres. voilà, c'est Faut ça, pas c'est avoir à de s'en lui, occuper. Mais voilà. on n'a pas de mot. Ah bon? Bah non, je crois pas. En japonais, ça existe, mais Wow. bon, ok. En tout cas, bah, si vous partagez l'idée, ça va. Ok. Ok. Et, bon, alors ça, c'est donc comment dire, c'est un exemple de bouger dans l'onvel. Et la fourmi, et la cellule de la ruche, de l'abeille domestique, etc., les organismes modifient leur instinct pour s'adapter à l'environnement dans lequel ils vivent. L'adaptation à l'environnement et les changements d'instinct s'accompagneront de migrations dans le monde, donc dans l'Umwelt. C'est un changement qui s'accomplit à travers une longue lutte pour la survie. Ce n'est pas facile, mais pas du tout impossible. En d'autres termes, donc selon Kokubun, tous les organismes vivants ont plus ou moins la capacité de se déplacer entre les plusieurs Umwelt. Alors, un nouveau concept que Kokubun propose, c'est donc cette mobilité inter-Umwelt, revêt ici une importance décisive. Du point de vue de Kokubun, les humains sont des êtres qui ont une mobilité inter-Umwelt extrêmement élevée par rapport aux autres animaux et qui se déplacent dans l'inter-Umwelt avec un degré de liberté considérable et une relative facilité par rapport aux autres animaux. Le problème d'Heidegger réside peut-être dans le fait qu'il a dépeint l'homme comme un être qui transcende l'Umwelt en considérant cette capacité relativement élevée comme une capacité absolue. C'est ça donc l'idée entre la philosophie de la transcendance et la philosophie de l'immanence. Il est vrai que la capacité avancée de l'homme à se déplacer entre les plusieurs Umwelt est une manifestation de sa liberté. Cependant, elle n'a pas absolu. Ce n'est pas non plus le genre de liberté qui permet un détachement absolu de l'univers lui-même. Ce point de vue de Kokubun nous donne une perspective différente de celle d'Heidegger sur l'ennui humain. Plus les êtres humains grandissent, plus ils se déplacent facilement vers un autre monde, vers un autre Umwelt. Inversement, ils ne peuvent pas rester immergés dans un seul Umwelt. Les humains adultes sont des êtres qui souffrent d'un ennui extrême. C'est ce que l'on constate en observant les enfants en bas âge. Peut-être tu observes souvent. Ils peuvent trouver la moindre ouverture et rester immergés dans un Umwelt pour toujours. Ils sont donc beaucoup moins susceptibles de souffrir d'ennui que les adultes. La possibilité, je crois, la possibilité de passer facilement d'un Umwelt à l'autre est peut-être l'essence même de la liberté humaine. Cependant, cette liberté est inextricablement liée à l'instabilité de l'Umwelt. On ne s'ennuie jamais si l'on peut rester hanté par un objet particulier. Or, les gens peuvent facilement être kidnappés, hantés, attrapés par d'autres objets. Kokubun propose donc de réécrire la théorie de l'ennui de Heidegger comme suit. L'homme ne s'ennuie pas parce qu'il peut recevoir le monde lui-même. L'homme s'ennuie parce qu'il peut se déplacer dans le monde Umwelt avec un degré considérable de liberté. Pardon, oui, c'est ça. Or, cette réécriture d'Heidegger par Kokubun est, de mon point de vue, une tentative de comprendre la philosophie transcendantale de Kant et de Heidegger dans le cadre de la philosophie de l'immanence. Considérons d'abord Kant. C'est seulement Kant dans la critique de la raison pure que je considère ici, parce que Kant de troisième critique, c'est différent. Hein, c'est ce que j'ai parlé dans la dernière séance. Alors que Kant, dans la critique de la raison pure, reste sur la position transcendentaliste, Bergson tente de rechercher les conditions de possibilité de l'expérience
dans l'auto-tournant de l'expérience. C'est le célèbre passage sur le tournant de l'expérience. Donc, j'interprète comme ça le fameux texte de Matière et Mémoire comme une sorte de manifeste, donc d'un plissement de l'immanence vers la transcendance. C'est le célèbre passage sur le tournant de l'expérience au chapitre 4 de Matière et Mémoire. Il s'agit d'un témoignage extrêmement précieux de la méthodologie de la philosophie immanente de Bergson, qui cherche à voir l'émergence d'éléments transcendants dans les plis et replis immanents de l'expérience. Je cite, alors là, donc je colle. Ok, alors je lis. Mais il y aurait une dernière entreprise à tenter. Ce serait d'aller chercher l'expérience à sa source, ou plutôt au-dessus de ce tournant décisif, où, s'infléchissant dans le sens de notre utilité, elle devient proprement l'expérience humaine. Voilà, donc j'interprète cette phrase comme ça. Bon. Ne vous en faites pas, je vais vers la fin. Je suis vers la fin. Alors, si le sens de a priori est que les représentations ne sont pas dérivées de l'expérience, et si le sens de transcendantal est que l'expérience est le principe qui suit nécessairement les représentations humaines a priori, alors ce qui est dit ici est en substance que la situation que Kant a essayé de saisir avec l'idée de transcendance, devrait être refondue comme un tournant. Alors, le manifeste philosophique de Bergson est que la... Ça va? Oui. Okay. Le manifeste philosophique de Bergson est que la situation que Kant a tenté... Ah bon, j'ai ça. Bon. Après, je vais sauter. Bon, donc j'ai expliqué Kant, je saute. Considérons maintenant Heidegger. Nous considérons Heidegger comme Agamben entre la philosophie de la transcendance et la philosophie de l'immanence. Oser placer Heidegger dans ce milieu, c'est aussi un peu étrange, car il est tout à fait aventureux de placer Heidegger dans la direction de l'immanence, même dans ses phases intermédiaires, lorsqu'on parle de la vie. En tant que théoricien de l'ontologie herméneutique et du langage de l'être, il devrait normalement être considéré comme un penseur qui ne devrait être positionné que sur la ligne de la transcendance. Alors, dans le vers, donc Agamben, après avoir cité l'exemple de l'abeille, que j'ai cité tout à l'heure, parle de la grande Stimmung de l'ennui profond, de ses manières d'être animales comme donc Benommenheit, et il cite Heidegger. Donc ici, je cite parce que ça montre bien l'hésitation de Heidegger lui-même qui donc s'approche de cette interprétation. Donc, je cite, alors ça sera donc la dernière citation. Bon, donc ça sera la dernière citation. Alors, je lis, ce qui rend cette distinction encore plus décisive pour nous, c'est que l'essence même de la nature animale, la Benommenheit, est apparemment si proche de ce que nous avons décrit comme le caractère caractéristique de l'ennui profond, dans lequel le présent est lié à l'intérieur de l'être dans sa totalité. La raison en est son extrême proximité. Et donc, peut-être je me suis trompé. Je me suis trompé. C'était une autre citation. Bon, en tout cas, bon, je ne veux pas monopoliser la parole. Alors, simplement, donc, ce que je voulais montrer, c'était Heidegger lui-même hésité
cette interprétation, c'est-à-dire entre les hommes et les animaux, est-ce que la distinction est vraiment nette et absolue? Alors, il hésitait, je crois, parce qu'il dit, donc je ne cite même pas, mais voisinage, ce voisinage le plus immédiat. Mais après, tout de suite, il dit, en fait, ce voisinage le plus immédiat n'est qu'une tromperie, donc il le rejette après, mais au moins, il avait une certaine hésitation. Voilà, c'est tout. C'est une recherche au cours, donc c'est un peu incomplet, mais bon, je crois que j'ai montré ce que je voulais montrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isachi, pour cette richissime conférence, vraiment très, très dense en référence et encore une fois avec une comparaison, un dialogue à distance que tu as reconstitué et qui est plein qui évoque plein de questions et des problèmes. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. J'imagine qu'il y aura plusieurs thèmes sur lesquels on voudra revenir après toutes les idées que tu nous as exposées dans la discussion. Il y a déjà des questions. Ouais. Alors, commençons. Merci beaucoup, c'était très riche, c'était très intéressant. Moi, j'ai des questions vraiment sur la fin, la comparaison Uexküll, Heidegger, Bergson. Si j'ai bien compris, donc du coup, parce que l'expression justement d'Heidegger, en tout cas dans la traduction française, les animaux sont pauvres en monde, me laissait pas voir, mais je connais pas bien Heidegger, je connaissais cette expression, que c'était du coup il y avait vraiment une incommunicabilité de l'Umwelt animal et de l'être humain. Parce que justement, contrairement à Uexküll, le fait de dire pauvre en monde, c'est comme si les animaux avaient le même monde, mais qu'il y en avait moins, entre guillemets, que celui des êtres humains, mais qu'il y avait quand même un monde partagé. Mais de ce que je comprends, en fait, de toute façon, pour Heidegger, on n'a pas d'Umwelt. Donc, on ne se meut pas dans un même espace que les animaux. C'est bien ça. Bah, en tout cas, d'après ce que j'ai compris. Ok. Il y a des grands spécialistes d'Heidegger, donc je suis un peu intimidé parce que je lis très librement. C'est une discussion ouverte, Ouais. en plus, ça. Oui, mais j'aimerais bien avoir, comment dire, l'avis de Heideggérien. Donc. Et moi, du coup, et pour le coup, l'exemple du chien d'aveugle, c'était Uexküll. C'est un texte Ouais. Parce que, du coup, j'ai deux remarques et ça serait intéressant de peut-être, j'aimerais bien t'entendre dessus. La première remarque, c'est que je pense pas du tout que ce soit vrai que les animaux n'ont pas la capacité de se déplacer dans les Umwelt et que les êtres humains, oui. Parce qu'on n'a pas du tout la capacité de se déplacer dans les Umwelt animaux, alors que les animaux, ils ont très bien la capacité de se déplacer dans un monde humain. Quand on voit, par exemple, il y a eu un article dans le Times il y a quelques années que les chiens à Moscou, ils prennent le métro et ils savent où s'arrêter. Et ils s'arrêtent toujours au même endroit parce qu'il y a une décharge et qu'ils peuvent trouver des trucs à manger. Je me dis qu'ils ont une compréhension d'un monde symbolique humain qui dépasse complètement la compréhension de ce qu'on a à nous. Donc, juste à titre, on va dire, j'ai pas du tout l'impression qu'on se déplace dans des Umwelt. Donc j'aurais plutôt, je pense que c'est peut-être plus intéressant la déclaration de Buttigieg qui dit qu'on est dans un milieu, nous on est dans un monde équivoque alors qu'ils sont dans un milieu sans équivoque, parce que nous tout peut avoir plusieurs sens. Cette distinction-là. Mais du coup, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ça, qui est plus une réflexion personnelle, que comment Bergson, justement, il peut penser cette communication. Parce que justement, ce dont tu n'as pas trop eu le temps de parler, c'est que chez Bergson, c'est pas un monde milieu, c'est du temps. C'est la simultanéité, la possibilité de la simultanéité qui fait qu'on peut partager les mondes. Mais il y a quand même différents rythmes. Et il y a l'instinct et l'intelligence, mais les animaux ont un peu d'intelligence et nous avons un peu d'instinct, donc c'est pas net. Du coup, tu as commencé à esquisser que chez Bergson, c'était difficile la communication, mais c'était pas impossible. Et j'aurais bien aimé,
parce que moi aussi, ça me pose problème, t'entendre sur justement comment cette communication est possible dans le cadre d'une philosophie, de la philosophie bergsonienne. Ah, merci beaucoup. En fait, donc, il y a vraiment beaucoup de choses à développer. Je crois que c'est vraiment une recherche à faire. Et d'abord, donc, pour comprendre donc cet exemple d'un chat, hein, alors justement, ce serait peut-être pas les instincts, hein, donc c'est plutôt l'intelligence de ce chat était, disons, déclenchée dans un certain contexte, hein. À ce moment-là, donc peut-être donc il n'y a pas beaucoup d'éléments, c'est vrai, donc dans l'évolution créatrice que les animaux utilisent leur intelligence. Et donc il faut bien trouver des pages où Bergson parle tel ou tel cas de Ouais. cet emploi de l'intelligence. Voici ici il y a un grand spécialiste de l'évolution créatrice. Il en parle, il dit que les animaux peuvent utiliser des outils. Je crois, il y a 2-3 pages. Donc, à partir de ces pages-là, il faudrait. En tout cas, donc, il n'y a pas. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas. Chez Bergson, il n'y a pas cette distinction nette. Du coup, donc, je crois qu'il y a vraiment une vraie possibilité de développer cette recyclage, de ce bricolage par l'intelligence des animaux. Donc, je crois que à partir de là. Donc, pour la mobilité interurbaine, je crois que c'est quand même, ça concerne l'intelligence. Et c'est ça ce qui m'a un peu gêne chez donc, Kokubun. Il n'y a pas vraiment la distinction entre l'intelligence et l'instinct, parce qu'il dit simplement Umwelt. Hein. Donc, est-ce que c'est par l'intelligence? Est-ce que c'est par l'instinct? Après, je laisse, mais mon idée là-dessus, ça serait plutôt que ça serait par l'intuition, que ça serait par. L'intuition. Bah, parce que il y a, justement, l'intelligence, elle n'est pas dans le temps. Et ce qu'on partage, c'est une temporalité. Chez Bergson, Je crois, hein, mais c'est mon intuition, non étayée. Mais je pense que moi, je le comprends comme ça. Mais ça, il faut bien chercher. C'est vrai, c'est Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Ça pourrait aussi, pour continuer un peu la discussion, ça rejoint aussi l'idée d'aller au-dessous de ce tournant de l'expérience qui se fait, donc de dépasser un peu l'expérience humaine. Ça fait par l'intuition de toute façon, donc il y a cet élément voilà, qui est à l'instant devenu désintéressé et qui permettrait de communiquer avec d'autres rythmes. Je serais assez d'accord et c'est vraiment qu'il y a cette distinction temporelle et cette distinction spatiale qui est de Wexkull, de Heidegger, de l'anthropologie philosophique qui est très intéressante et très partagée en tout cas. Et voilà, il y a d'autres questions peut-être à soulever. Yazuki? Avec plaisir. Donc, quand M. Kokubun le mot ouvert, c'est pas toujours, comment dire, pour moi, c'est pas clair si c'est bon concept à utiliser parce que c'est un peu trop psychologiquement, comment dire, pris, cette notion-là, parce que il a utilisé un exemple d'un homme qui change son nouvelle dans une journée plusieurs ouvertes. Oui. C'est pas possible. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la notion de ouverte. Donc, si on comprend la notion de et ça pourrait être, bien sûr, se connecter à la notion bergsonienne de l'instinct, de l'intelligence, ou peut-être la mémoire reprise, ou l'habitude. Donc, sinon, parce que si on change
Et si on pourrait dire au monde, dans au travail, après on va chez soi, ça change un peu, mais c'est pas, comment dire, c'est pas, je sais pas sûr, parce que, donc, comment, Oui, alors donc en fait, donc, disons, un philosophe célèbre doit payer son prix, c'est-à-dire, des fois, il y a des descriptions un peu peut-être floues pour faire bien comprendre ce qu'il veut dire. Et donc, je n'ai pas pris cet exemple. Mais par contre, ce que j'ai pris, l'exemple que Kokubun utilisait lui-même, mais cet exemple a été écrit par Uexküll même, lui-même. C'était donc, disons, dans la forêt. Justement, il y a un promeneur, il y a un botaniste, et puis d'ailleurs l'astrologicien, quelque chose comme ça, l'astrologue, ça c'est l'exemple de Uexküll. Hein. Alors, dans ce cas, bien sûr, donc, dans une journée, on change une veille, etc. Ça serait un peu trop léger. Mais d'autre part, donc, l'aspect de cet astrologue, etc., ça c'est aussi existe. l'expertise. Donc, je crois que ça serait un peu, comment dire, c'est pas simplement psychologique, c'est pas simplement de l'humeur. C'est pas seulement sentimental, c'est un peu plus enraciné dans leur mode d'être, dans leur mode de vivre dans le monde. Donc, je crois que ça, c'est quand même, on est justifié d'utiliser le terme nouvelle. Si je peux intervenir. Merci, Isashi. Alors, oui, il me semble que un des fils conducteurs de la communication, c'est le suivant, c'est que chez Heidegger comme chez Bergson, et c'est ça qui motive la comparaison, l'appel est toujours un appel à être libre. Chez Bergson, parce que autrui me donne l'occasion et me mobilise via l'émotion, l'aspiration à créer à mon tour, à sa suite. Et chez Heidegger, l'ennui me parle, hein, littéralement, dans les expressions curieuses que tu citais, c'est la voix de l'ennui que j'entends, mais l'ennui lui-même interprété comme le revers, la face négative, pour ainsi dire, de mon état de liberté. Donc, peut-être que l'ennui ne m'enjoint pas d'être libre, mais révèle négativement ma liberté. Et inversement, peut-être que le point de bifurcation, de séparation entre Heidegger et Bergson sur cette question, c'est que c'est précisément dans le caractère à double face de cette expérience de l'ennui chez Heidegger, qui négativement révèle quelque chose. Et chez Bergson, je ne sais pas si les expériences sont comme ça à double face, c'est-à-dire si le négatif d'une expérience tient en tant qu'expérience, parce que le négatif n'est qu'une vue rétrospective et extérieure sur l'expérience précisément. C'est là qu'il est peut-être justement plus immanent que Heidegger. Hein. L'expérience tient en elle-même, se suffit à elle-même. Il n'y a pas de versant négatif d'une expérience, alors que chez Heidegger, ça fonctionne tout à fait, me semble-t-il. Et effectivement, quand on regarde Bergson, les quelques propos qu'il consacre à l'ennui, si je me rappelle bien, il y en a un dans les deux sources, où il évoque les incidences graves et profondes sur l'équilibre psychologique des individus qui sont soumis à l'ennui prolongé. Alors, quel est cet exemple-là? C'est l'exemple de prisonniers, de personnes qui sont dans une situation de captivité. Donc, c'est l'ennui, non pas comme détachement par rapport à des activités habituelles, mais au contraire, précisément comme privation de liberté. Hein. L'ennui chez Bergson n'est pas l'occasion pour moi de découvrir ma liberté, parce que l'occasion de découvrir ma liberté, c'est une expérience positive et non pas une expérience qui se caractériserait par le manque d'autre chose qu'elle n'est pas. Voilà. Là, je crois qu'on trouve à la fois les deux
visage des deux philosophes et puis aussi ce qui les sépare sur l'affect d'un lui. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Voilà, Oui, tu as bien vu mon jeu. Alors, j'aimerais bien, comment dire, m'expliquer, c'est que peut-être ce qui paraît être trop critique par rapport à Heidegger, mais c'était pas mon intention. En fait, mon intention était donc justement, donc c'est ce que tu as bien vu, parce que chez Heidegger, il y a quand même quelque chose de assez proche, assez pourrait être proche de certains éléments biologiques. Et là, on pourrait récupérer et avec une certaine retouche, c'est-à-dire donc la distinction nette entre les animaux et les hommes, avec certaines retouches, je crois qu'on pourrait réutiliser certaines notions de Heidegger. C'est ça ce que je voulais faire. Donc, c'est de tirer Heidegger vers du côté de notre de la philosophie de l'immanence, c'est ça. Et en même temps, donc il y a beaucoup de points communs. Par exemple, sur donc, la tonalité affective chez Heidegger et chez Bergson. Donc, on n'occupe pas une grande place chez Bergson, ça c'est vrai, mais en même temps, d'autres affections, émotions créatrices, et puis la joie occupe de telle importance dans les deux sources. Donc, ce que je voulais montrer, c'est justement ces deux philosophes partagent un certain intérêt. Et en plus, donc, ce cours est publié, donc, est fait dans les années donc, 1920, 9-30, donc justement très près très proche des deux sources. Hein. Donc, ce que je vois, ces deux grands philosophes partager un certain intérêt commun, un certain, voilà, une certaine direction. C'est ça. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. J'ai beaucoup aimé l'image du plissement pour essayer d'écrire la manière dont la transcendance s'enracine dans l'immanence. Est-ce que vous pourriez revenir dessus, sur le sens de cette métaphore? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres métaphores aussi qui pourraient être utilisées? Alors moi, on y pense comme ça, une sorte de construction, d'une élaboration, d'une performation de ce qui apparaît comme transcendant depuis l'immanence même. Et donc, si j'ai bien compris, hein, c'est chez Bergson, par exemple, hein, le fait que la transcendance apparaît à l'occasion d'une rencontre avec telle ou telle personne ou tel personnage, et ne vient pas de manière ex nihilo comme ça, un peu comme chez Heidegger, où c'est l'ennui négativement qui révèle une forme de liberté ou d'au-delà, alors que chez Bergson, c'est certaines expériences très précises qui donnent lieu à une conception, un plissement, alors quelle meilleure image vers la transcendance. Oui, alors d'abord pour donner une image très simple, peut-être un peu trop simpliste de ce plissement, donc de donner des images concrètes, c'est que, donc par exemple, les concepts kantiens, les catégories surtout, sont normalement, on pense que c'est permanent, c'est éternel, c'est identique, ça ne change pas, etc. Mais donc, dans l'évolution, si on pense, chez les hommes, c'est, bon, évidemment, c'est transcendantal et ça ne change pas, etc. Mais c'est uniquement, c'est à partir de notre perspective. Et c'est dans l'évolution, évidemment, c'est formé. C'est formé à travers du temps, à travers l'évolution. Et donc, du coup, les deux coexistent. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas l'un est faux et l'un est correct. Les deux coexistent. C'est ça ce que je voulais dire. Un plissement. C'est justement, c'est pas le transcendantal n'est pas faux. Le transcendantal est vrai. Et, mais dans la condition d'accepter donc ces bases biologiques vitales. Et donc, voilà, donc ça c'est d'abord la première image, le premier exemple. Et puis, au niveau de l'image, chez Bergson, il y a beaucoup de mots qui apparaissent, comme par exemple tournant,
Et puis, il y a bon, ce que j'appelle philosophème bergsonien sont les tours et vers. Il utilise beaucoup retour, détour, contournant, etc. Et puis, invertir, renverser, etc. Retourner sur soi-même, c'est dans l'évolution créatrice, il utilise pour expliquer l'intuition. Donc, ce geste, ce philosophème bergsonien sont des images de plissage, justement. Donc, en plissant lui-même, je crois qu'il découvre cet aspect entre l'immanence et la transcendance. Voilà. Je crois que vous pouvez trouver beaucoup d'éléments à partir de ces expressions. Voilà. Merci beaucoup. Pour Darwin, Bergson quelle attitude relationnelle? Qu'est-ce que vous pensez? Grosse Il question. parle, au moins, il mentionne parle ou pas? Ah si, il parle, hein. Il parle beaucoup. Et Il y a des spécialistes dans la salle. je suis intimidé par les grands. Bah, vas-y. Sur ça. Juste l'amour. Il était absolument partisan de la théorie de l'évolution. Donc, il n'était pas du tout anti-darwiniste, comme on dit qu'aux États-Unis, les créationnistes sont des anti-darwinistes. Non, il était partisan vraiment très convaincu de la théorie de l'évolution, mais pas tout à fait de la théorie darwinienne de l'évolution. Et je crois, mais Mathilde a travaillé là-dessus de plus près que moi, mais il me semble que ce qui le dérangeait le plus dans la théorie darwinienne de l'évolution, c'est le hasard des variations. Lui, il concevait, au fondement du darwinisme, l'explication darwinienne, un hasard ou une indétermination fondamentale, une impossibilité de comprendre la raison de l'apparition de telle ou telle variation à tel ou tel moment. Alors, c'est pas, ça, les darwiniens ne présentent pas leur propre explication comme ça, mais c'est comme ça que Bergson comprenait le darwinisme, et ça, il l'accepte. Et j'ajoute juste ça, après c'est un truc discuté à l'époque, hein. C'est pas une position très originale de Bergson de réfuter Darwin par là. ouais. Nous, quand on lit maintenant, ça nous paraît c'est qu'il a rien compris, mais c'était une critique. Mais c'était une critique fréquente en fait. Il le lit comme plein de gens le lisent. J'ai rien à ajouter. Il y a Oui, Christophe. enfin, j'attendais. Mais je vous remercie pour l'exposé. Il faut apprécier la mise en perspective Heidegger et Bergson. Je trouve vraiment stimulante parce que pour Heidegger, avec Heidegger, bon, j'aime bien voir aussi comment on pourrait ouvrir le corpus de Heidegger, Bergson en l'occurrence, et vice-versa. Donc, sur ce texte, ce cours, 29-30, c'est vraiment vertigineux, et peut-être l'un des textes les plus impressionnants de Heidegger. Et on y trouve une sorte d'ontologie du vivant. Et c'est vrai que c'est aussi un texte où on peut nouer un dialogue, bon, non seulement avec l'anthropologie philosophique qui émerge à la même époque, Schiller, Plessner, mais aussi avec Bergson, qui est tellement, tellement l'une des sources de Schiller, Plessner aussi en partie. Donc, avec toutes ces reconstitutions, on pourrait arriver peut-être à circonscrire un champ où Bergson et Heidegger peuvent se rencontrer, et où on peut voir aussi les divergences éventuellement. Alors, il y aurait beaucoup de notions, je pense, on peut les mettre en perspective comme ça. Et j'aurais peut-être juste alors, une question qui concerne
le concept de Norman qui est intéressant parce que, d'une part, il dit effectivement la captivité, en fait, le fait que dans l'ontologie du vivant que Heidegger développe, le vivant animal est captif de circuits pulsionnels. Donc, il y a cette captivité, mais il y a aussi l'idée de privation dans l'idée de monde par rapport à l'être humain, au vivant humain, qui lui aussi est privé, en fait, d'une certaine façon, de l'animalité pure. C'est ce que dit Heidegger, il est privé il a une forme d'animalité mixte. Et donc, il y a de l'animalité qui est filtrée par l'intelligence, sur un terme de Heidegger, par le logos, le discours, la règle, tout ça. Donc, il ne peut pas accéder à une animalité pure. Donc, quand Heidegger parle de l'animal au grand monde, il dit aussi, c'est à la fin, en couple, il dit oui, on ne peut pas en parler autrement. C'est une méthode privative, parce qu'on peut parler de l'animal que depuis une position d'élocution humaine. En fait. Et alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si la torpeur, parce que ça m'avait frappé, puis moi, je connais vraiment mal personne, donc c'est pour ça que peut-être quelqu'un peut savoir. Je pense qu'il a lu un peu Bergson, on le sait, à Heidegger, mais alors plus précisément pour la description qui est chez lui, on va dire, phénoménologique du vivant animal. Il y aurait peut-être, je ne sais pas si c'est une influence, mais en tout cas, voilà, j'ai dit, bon, là, il y a peut-être l'idée de torpeur qu'il aurait pu, dont il aurait pu s'inspirer, voilà, même si évidemment il en fait un peu autre chose, sans doute. Donc, voilà, c'est une question toute naïve. Est-ce que là, il y aurait quelque chose? Est-ce que, par exemple, il y aurait une dimension privative dans la notion de torpeur chez Bergson? Voilà. Ça, c'est une petite question. Et une deuxième question, aussi un peu naïve. Qu'est-ce que vous, si je puis dire, qu'est-ce que vous cherchez, ou quel serait votre objectif en comparant les deux? Est-ce que, alors, j'ai l'impression, hein, peut-être c'est une dimension éthique aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a une convergence là, même si elle est peut-être difficile à mettre en place entre Bergson, tel que, surtout dans les passages de Bergson que vous avez vus sur le modèle, et où on entend une dimension protreptique, enfin l'exhortation. On trouve aussi chez Heidegger, vous voyez, tout ce qui est la voix, la Stimme, qui est donc la Stimme, la voix, qui est liée à la Stimmung. Alors, c'est pas un simple jeu de mots, hein, mais c'est parce que quand on est dans l'ennui, c'est une Stimmung, mais c'est un pathos, côté très passif, en une passivité, mais qui est réveillé, en fait, par une voix. Alors, quelle est cette voix? C'est la voix de Heidegger dans son cours. Hein. Il ennuie ses étudiants et les lecteurs aussi, en ce qui concerne au début, surtout. Dans 200 pages, il crée une sorte d'ennui au premier degré, mais c'est pour ouvrir justement. C'est un cours sur la métaphysique, sur la possibilité de transcender, etc. Donc, mais c'est la voix du professeur Heidegger qui réveille un pathos chez les gens qui l'écoutent, enfin les étudiants, les lecteurs, etc. Et finalement, pour les appeler à la philosophie, en gros, hein, de façon protreptique. Alors, est-ce qu'il y aurait ça aussi chez Bergson, peut-être? Enfin, je ne veux pas dire qu'il y a cette dimension performative de Bergson, que ça, c'est quand même deux traditions différentes de philosophie. Mais voilà, est-ce que ce qui vous intéresse, c'est, entre autres, aussi cette éthique au sens où l'éthique de philosophie, où il s'agit d'exhorter l'auditoire de façon un peu rhétorique, ou pas au sens, pas au sens sophistique, mais rhétorique au sens pédagogique, de les appeler en fait à entrer en philosophie. Est-ce que c'est peut-être là, est-ce que là il y a une ouverture et
entre les deux, Bergson et Heidegger, est-ce que c'est ça qui vous intéresse ou qu'est-ce qui vous intéresse mettons en perspective ces deux corpus? Merci, je m'arrête là. Non, merci, merci. Alors, en fait, cette deuxième question est tout à fait centrale dans ma lecture des deux sources, parce que je lis les deux sources comme une sorte de livre de performative, c'est-à-dire en étudiant, en éclaircissant l'idée de l'appel, justement, il lance un appel dans cette œuvre, je dirais, c'est un testament philosophique chez Bergson. Donc, c'est justement pourquoi donc la voix est tellement importante, l'appel est tellement important dans cet ouvrage, c'est justement ça. Donc, il ne fait pas seulement, il ne décrit pas seulement les mystiques, mais justement, il fait la performance lui-même. Donc, exhorter la philosophie, justement, c'est ça. Il le fait, je crois que c'est ce qu'il le fait. Donc, exaltation, il utilise le mot enthousiasme. Hein, dans le premier chapitre des deux sources, c'est justement l'enthousiasme, non pas seulement une telle ou telle morale ouverte, la religion dynamique, etc., mais aussi dans la philosophie. C'est pourquoi donc il parle à la fin du troisième chapitre, la philosophie du mysticisme. Hein, donc il ne fait pas lui-même mystique, il ne joue pas le mystique, mais de sa façon philosophique, il analyse la philosophie. Donc, en analysant la philosophie, justement, il lance un appel de façon philosophique, je crois. Et voilà. Donc, et Heidegger, normalement, je ne sais pas les Heideggeriens, mais normalement, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'éthique, la dimension éthique dans l'œuvre d'Heidegger, etc. Mais je pense que de façon similaire, on peut chercher ce genre de lancer un appel philosophique chez Heidegger, ça existe fortement. Voilà. Oui, il y a déjà dans un insight, dans un traitement, la voix de la conscience, la voix de l'ami, la voix un peu étrange, et familière, aussi la dimension de l'appel. Voilà. Donc, chez Heidegger, toujours, on dit plutôt un peu rigoureux, etc. Mais il y a toujours cet aspect de la dimension émotionnelle, la dimension de l'affectivité, de la tonalité affective, ça est très présent. Ah, merci. Alors, pour la première question, torpeur, en fait, la grande différence, c'est que donc, chez Bergson, dans l'évolution créatrice, la torpeur est végétale. D'accord. Ah, oui, oui. C'est ça la grande différence. Et c'est ce qui me. En fait, et ça, c'est la double question, en fait. Donc, par rapport à Heidegger, pourquoi il ne parlait pas des végétaux? Ça, c'est important. Parce qu'il parle de la pierre, il parle de lézard, il parle de l'homme, alors les végétaux, les fleurs. Bon, d'autre côté, bon, Bergson parle des végétaux, c'est vrai, mais en même temps, est-ce que les végétaux sont simples dans un état de torpeur? Alors, j'ai eu tout récemment la discussion avec un jeune chercheur grand spécialiste de l'évolution créatrice, hein, spécialiste japonais qui s'appelle Tsubasa Yoneda. Alors, il disait qu'il faut faire attention à certaines tendances récentes de dire que les végétaux sont aussi mouvants, les végétaux sont aussi vivants, etc., etc. Parce que ça, c'est suivant le modèle de, disons, l'anthropomorphisme. Bon, ça, c'est vrai. Donc, il faut se méfier d'une certaine tendance d'anthropomorphisme. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, je ne dis pas que les végétaux n'ont pas simplement dans l'état de torpeur, pourrait vouloir dire que les végétaux peuvent avoir un autre mouvement que ceux des hommes, des animaux. Donc, c'est ça. Donc, la mobilité même peut avoir diverses dimensions, divers aspects. Et c'est ça ce que je voulais trouver. Donc, torpeur, donc c'est ça la double question. Critique par rapport à Heidegger et par rapport à Bergson. Il faudrait bien chercher. Voilà.
si je peux juste ajouter quelque chose, parce qu'effectivement, il y avait un point, est-ce que c'est une conscience qui est nulle dans la torpeur? En fait, il distingue, c'est un petit passage, il dit il faut faire la différence entre conscience nulle et conscience annulée. C'est vrai, c'est vrai. Conscience nulle, c'est la pierre, conscience annulée, ça c'est le végétal, mais d'une conscience qui est annulée exactement comme la matière, pour lui, est une annulation de la créativité de la vie. Et puis, du coup, la vie animale instinctive et puis la vie animale intelligente se trouvent d'ores et déjà, d'emblée, placées dans la direction de l'aventure, hein, de la conquête, par opposition à la vie végétale retombée, annulée. Mais il y a deux modes de cette aventure ou de la conquête, le mode par l'intérieur, et ça c'est ce qu'il appelle l'instinct, puis le mode par l'extérieur, en tournant autour de la chose, et ça c'est ce qu'il appelle l'intelligence. Et pour la vie animale instinctive, qui est déjà une conscience, hein, les images qu'il utilise, les expressions qu'il utilise, alors c'est effectivement pas celle de la torpeur ou de l'hébétude. Il dit souvent, c'est une sorte de somnambulisme, hein, c'est-à-dire on dort, hein, on n'est pas vigilant, mais en même temps on se meut, hein, en bulle, dans somnambule. Et puis c'est aussi jouer, hein, en un sens non pas ludique, mais mimétique, hein, comme dans une pièce de théâtre. On joue un rôle, mais au fond, un robot pourrait jouer le même rôle. Et puis, il y a aussi le fait de tourner en rond, de revenir sur ses pas et de suivre tous les jours le même chemin. Là, un peu comme il décrit la vie animale. Et puis, j'oublie peut-être encore un des éléments. Là, on en a déjà trois. Je ne sais pas, Mathilde, s'il y a pour la vie animale, enfin instinctive, disons, qu'est-ce qu'il a? Il y a vraiment, c'est le somnambulisme, hein, je crois. La fascination, parfois aussi. Oui, la fascination. Il dit que dès lors lorsque de temps en temps l'animal se détache, c'est pour retomber. Ouais, voilà. Il n'y a pas de. Dans effectivement quelque chose qui est assez proche de. Je sais plus pourquoi on en a parlé avant, de l'habitude en fait. Et c'est comme si l'animal était toujours condamné à l'habitude. Et à l'automatisme. Ouais, c'est ça. Mais comme une habitude, on peut l'envisage les cas de rupture, mais qui ne sont pas fondamentaux, qui sont souvent exceptionnels, quoi. Alors l'animal, effectivement, le chien, le singe, un tir sur leur chaîne et puis la chaîne les rattrape toujours. Et l'humain, bon, il a brisé la chaîne, c'est une image classique de la libération. Et c'est vrai que le rapport du végétal et de l'animal n'est pas simple chez personne. Et ce qu'il y a, donc, dans ton étude et puis dans l'étude de Tano, il paraît que quand même le centre d'intérêt est plus vers l'animal que le végétal, non? Je ne sais pas. Chez Bergson. Chez Bergson ou chez... Non, dans ton étude, dans l'étude de Tano. Tano, j'ai toujours pas reçu son livre. Donc je sais pas, j'ai lu ses articles, mais je sais pas. Le végétal, c'est problématique parce qu'elle est annulée, la conscience. Donc, il n'y a pas du tout. Il y a toute une étude de l'instinct et de l'intelligence chez Bergson où là, il y a de la matière, on va dire. Le végétal, il y a des choses, mais c'est très vite. Et comme c'est annulé, ils n'ont même pas vraiment d'instinct. Enfin, en tout cas, l'utilisation est vraiment. Il y a à peine un sujet chez Bergson. Il y a un sujet. Ça devient un sujet aujourd'hui parce qu'on pense qu'il n'y a pas de distinction. On est en train de lisser toutes les distinctions végétales, animales, humaines, parce que biologiquement, c'est vrai, il n'y a pas de distinction nette, et qu'une éponge qui est un animal, ça se rapproche quand même drôlement plus d'un végétal que d'un chien. Donc, on lisse quelque chose, soit dans le sens de l'anthropomorphisme, soit au contraire, en essayant de montrer que nous ne sommes que des animaux automatisés. Et donc, se pose la question, me semble-t-il, de chez Bergson finalement, où il y a un peu les deux, il y a une continuité, mais la continuité chez Bergson, les différences de degrés sont toujours aussi des différences de nature, donc c'est toujours... Mais si on regarde les textes bergsoniens, me semble-t-il, sur le végétal, on est assez vite confronté à quelque chose, enfin à la pauvreté du... Ouais. Alors, il se pose vraiment la question, ça on peut le dire, il se demande quel est le critère fidèle, précis, pour distinguer entre vie animale et vie végétale. Et il en évoque plusieurs, et puis il dit au fond,
ils se répartissent les rôles dans l'accumulation et la dépense de l'énergie. C'est-à-dire, la plante a pour fonction, selon lui, d'accumuler de l'énergie potentielle et l'animal dépense subitement par des explosions, ce qu'il appelle par des explosions, cette énergie accumulée, ce qui suppose de disposer d'un système sensorimoteur, hein, donc de pouvoir distinguer entre informations reçues et puis informations que l'on lance dans le monde. Et c'est ça que la plante n'a pas, enfin le végétal. C'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais donc de la direction de la mobilité, parce que chez Bergson, quand même, c'est une vision unique de la mobilité, c'est-à-dire les animaux ont donc la direction vers la mobilité, et puis les végétaux sont comme si ils servent simplement de tremplin et de base pour donner la réserve qu'ils ont accumulée. Mais peut-être à partir de la vision de Bergson lui elle-même, on pourrait réinterpréter ces choses avec les données récentes de la biologie des végétaux. Voilà, c'est ça, c'est ce que je pensais. Et pour compléter là-dessus, Ouais. ce qui est difficile, c'est que chez Bergson, il y a quand même toujours l'idée, en tout cas au sein des animaux, de différentes directions. Certains insectes sociaux sont aussi évolués que l'être humain. Et il dit que c'est une réussite, je sais plus, le Oui, au bout succès. de chaque ligne, alors, Voilà. d'un côté on a les abeilles, les fourmis, de l'autre on a les humains. Voilà, et que le succès finalement, c'est d'avoir réussi à bien envahir tout, et que ça, de ce point de vue-là. Et les végétaux, c'est difficile de savoir, effectivement, si on regarde tout ce qu'il dit sur l'énergie, les végétaux, ils servent à fournir l'énergie que les autres vont dépenser, exactement ce que tu disais. Et en même temps, est-ce que c'est pas une autre direction qui va. Mais personne développe très peu. Autant ils développent les deux directions, enfin plusieurs, enfin, oui, les deux directions animales. Voilà. Autant la direction des végétaux, on ne sait pas ce que, enfin, on sait pas très bien ce que c'est, c'est pas, donc c'est pas clair. En tout cas, donc, comment dire, non seulement donc de lire et de relire l'évolution créatrice, mais en même temps, à partir de l'évolution créatrice, on pourrait développer c'est ce qu'on appelle donc le bergsonisme élargi. C'est ce que c'est. Pour la théorie de l'évolution, il y a la synthèse étendue. Ouais. C'est le bergsonisme étendu. Ouvert. Voilà, la question est ouverte. Merci encore pour toute cette si belle discussion et à Isachi Bouddha pour la magnifique séance de ce séminaire. Donc, rendez-vous à lundi à 11h pour la première séance de Yasushi Hirai. Encore un grand merci. Oui, oui. Je vous recommande fortement d'assister au séminaire de Yasushi. C'est vraiment, non, je recommande vraiment sans aucune oui, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus superbe que moi. C'est vraiment, Tu lui mets la pression. Est-ce qu'on peut faire la photo dans son sens? Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, qui peut prendre la photo? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je crois que Christine veut bien prendre la photo. C'est-à-dire peut-être à échanger. Vous voulez pas En souvenir d'être là dans un. C'est vrai? Je suis pas allé là. Voilà, j'ai fait Une douzaine de. Christian, vous êtes dedans. regarde dans le.
Voyons un instant. Voir les choses normalement, voilà. On va continuer. Ok. C'est mieux? Bah, au moins, c'est sûr. Voilà, normalement, on a plus. Donc, ouais, oui, tu regardes. On en fait une avec Chris aussi, non? Oui, La réflexion. oui, j'aimerais bien. Un grand timide. Hein. Non. Dans ce cas, elle est derrière. Merci. Merci pour la langue française n'est pas ma langue, ça, peut-être que je aurais pu répéter votre question. L'enregistrement parce que